Bon, en tous les cas, bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Jean-Luc Letouzet, donc président de communication et entreprise. Et donc, c'est l'occasion, on aime bien greffer à notre Assemblée Générale toujours une conférence sur un thème qui nous semble extrêmement porteur pour nous, les communicants. Et aujourd'hui, vous verrez, nous allons parler du bien commun. Alors, avant de se lancer en cette belle soirée, je voudrais remercier quelques partenaires, parce que communication et entreprise, sans ces partenaires, ne serait pas grand-chose. Et pour ce soir, je voulais notamment remercier tout d'abord Analogue, qui a apporté son soutien financier et qui a toujours manifesté un intérêt important pour communication et entreprise. OCO, alors j'espère que vous avez vu en arrivant le rapport annuel 2015 de communication et entreprise. Je l'ai pris, enfin vous l'avez tous je pense, hein, il est là, voilà, c'est ce magnifique ouvrage que je vous invite vraiment à parcourir parce que c'est le fruit d'un travail important et il permet de revenir vraiment sur tout ce qui s'est passé en 2015. Et donc merci à OCO pour cela. InSign, qui a créé donc l'identité visuelle de nos 30e Grand Prix, qui auront lieu en novembre au Cirque d'Hiver. Et là, ce sera bien sûr une très belle soirée. 30 ans de Grand Prix, ça se fête. Donc merci à InSign pour cette identité visuelle qu'on vous présentera tout à l'heure. Media Meeting, ça fait plusieurs mois maintenant que Media Meeting nous accompagne et à chaque fois garde une trace sonore de tout ce qui se dit dans nos événements. Et donc ce soir de l'Assemblée Générale que vous pourrez donc retrouver sous forme de podcast, entre autres sur le site de communication et entreprise. Et puis donc je l'ai cité, Google. Alors ça fait maintenant quelques mois que Anne-Gabrielle Doba-Pantanache, donc la DIRCOM de Google, a été nommée personnalité communicante lors des Grands Prix 2015. Et dans ce cadre-là, Anne-Gabrielle nous a gentiment apporté plein de choses, et notamment ce siège social de Google, où on a organisé déjà 2 ou 3 événements importants pour communication et entreprise. Et je voudrais laisser la parole à Constantin Phoniadakis, qui est responsable communication au sein de la DIRCOM. Constantin, pour nous dire quelques mots sur ce siège social, entre autres. Merci Jean-Luc. Bonsoir à tous et bienvenue chez Google France. Donc, je suis en effet Constantin Phoniadakis, je suis responsable communication. Anne-Gabrielle Doba-Pantanache, donc malheureusement ne peut pas être ici, en tout cas en début de soirée. On a tout simplement la visite de notre direction de Mountain View et donc elle sera là probablement vers 19h. Et en tout cas, elle m'a chargé de voilà, vous faire ses excuses. Nous sommes donc aujourd'hui réunis pour assister à l'Assemblée Générale de communication entreprise et nous en sommes ravis évidemment chez Google France, mais aussi et surtout pour échanger autour de la notion de bien commun. Cette notion et ce sujet est évidemment un sujet qui, pour Google, en France et Google d'un point de vue général, est important et qui nous tient particulièrement à cœur et pour lequel nous avons de fortes convictions, même si certains pourraient en douter. Si je devais résumer ça, je dirais qu'il y a une forte cohérence en fait entre le fonctionnement de l'entreprise, l'innovation qui nous caractérise et notre volonté d'être à la pointe de l'innovation sur le marché, d'un point de vue général. Nous pensons que toutes ces technologies innovantes doivent permettre à la société de se réinventer et de réinventer la manière dont elle fait face à des défis communs. Et nous, les salariés de Google, qu'on appelle les Googlers, on a conscience d'une certaine façon d'être dans un modèle et pas seulement dans une entreprise. Et tous les salariés de Google développent en fait des services, des outils, des produits et des initiatives évidemment qui ont pour vocation de simplifier la vie de millions, voire de milliards de personnes qui les utilisent quotidiennement et donc d'une certaine façon, d'une certaine manière de participer à un bien commun. Depuis sa création, Google a toujours eu le souci en fait du bien du salarié et du bien personnel et mutuel en fait du salarié. Et c'est aussi une façon pour nous d'inciter la créativité, l'innovation et de pousser toujours plus loin les salariés. Ça nous permet aussi évidemment d'être beaucoup plus productifs. Cette exigence se traduit en effet par des méthodes de recrutement et de management qui sont tout à fait singulières et je suis certain que dans le cadre de cette soirée et de cette Assemblée Générale, on aura le temps d'en parler tous ensemble. Je vous souhaite tout simplement encore une fois la bienvenue chez Google France et je vous souhaite une excellente soirée. Merci Constantin. Alors vous ne le voyez pas, mais ici on a un super écran qui indique l'heure, 5h19. On se croirait à la télévision, hein, c'est super.
Alors, un petit mot d'introduction très rapide avant notre conférence. En effet, comme l'a rappelé à l'instant Constantin, on va parler du bien commun. Alors, le bien commun, c'est un sujet qui a assez tendance en ce moment. On en parle beaucoup depuis quelques mois. C'est vrai que chez Communication et Entreprise, ça fait quasiment 3 ans que l'on réfléchit, que l'on travaille sur ce thème et sur cette thématique, notamment le lien entre le bien commun et l'entreprise. Si je fais un rapide rappel chronologique, en février 2015, je ne sais pas si vous étiez déjà présent, mais le comité prospective avait sorti déjà un premier petit bouquin qui s'appelait Bien commun et entreprise, petite histoire du lien entre bien commun et entreprise, avec notamment les travaux et les réflexions d'un philosophe, Geoffroy Lauveau. Alors Geoffroy, je ne sais plus où est-ce qu'il est, mais il va intervenir, voilà, qui est là-bas, Geoffroy, qui va intervenir tout à l'heure dans cette conférence. En septembre 2015, nous avions produit un livrable extrêmement intéressant, issu du comité communication et société. J'espère là aussi que vous l'avez tous lu, en réfléchissant et en mettant en avant les 5 besoins auxquels la communication répond. Le lien entre la communication et la société. Quels sont les 5 besoins auxquels la communication répond ? Et ça, c'était vraiment un sujet assez intéressant, où on voyait bien le lien et la congruence qu'il y avait entre la notion de bien commun et la notion du mieux vivre ensemble, qui était l'un des 5 besoins recensés dans ces travaux. Alors à partir de là, le comité prospective a continué à travailler, et je tiens vraiment à le remercier, ce comité prospective qui a beaucoup planché, et qui a été notamment à la rencontre d'une vingtaine de personnalités, je crois que c'est 24 au total. Alors ils vont vous en parler tout à l'heure, des experts et ainsi de suite. 24 personnalités, des responsables économiques, des responsables syndicaux, des responsables politiques, pour en effet continuer le travail et la réflexion sur le bien commun, et les interroger par rapport à ça. Et donc, ça donne aujourd'hui ce livrable. Alors, je ne sais pas si vous l'avez tous eu en introduction de la soirée. Je crois que c'est quand même la première fois que Communication et Entreprise sort un bouquin qui approche quasiment les 160 pages. Donc là, il y a du contenu, il y a du lourd, si je puis dire, mais c'est d'une très grande richesse, d'une très grande qualité. Et c'est ce qui nous a donné envie et l'idée, ce soir, de consacrer donc cette conférence à cette thématique autour du bien commun. Et pour animer cette conférence, alors Arnaud, on commence à te connaître un peu, parce que tu animes pas mal de nos événements et on t'en remercie. Arnaud Le Gall, qui est donc rédacteur en chef aux Échos. Et Arnaud, je vais te laisser présenter nos invités, parce que tu as préparé avec eux cette intervention. Avec plaisir. Merci Jean-Luc, merci à toutes et tous de votre accueil, à toute l'équipe de Communication et Entreprise, la confiance que vous nous témoignez une fois de plus. Et puis par avance de votre attention. Alors mon cher Jean-Luc, au risque de te décevoir, l'exercice auquel on va se livrer dans l'heure 15 qui va suivre, ce ne sera pas une conférence. On va plutôt essayer d'organiser une table ronde, un débat, de faire circuler des idées, de confronter des visions, des expériences, des opinions sur cette problématique qui nous rassemble. Il faut dire que grâce aux équipes qui ont travaillé à l'organisation de cet événement, on a un joli parterre, un joli panel effectivement de spécialistes de ces questions dont on se réjouit, enfin, dont je me réjouis, et j'espère que ce sera partagé au terme de cette réunion avec vous, de partager encore une fois le point de vue. Donc nous allons accueillir Anne de Bettencourt, qui est vice-présidente de l'Institut de l'économie circulaire. Elle est en charge à la Fondation Nicolas Hulot des recherches liées aux nouveaux modèles, et en particulier donc à cette économie circulaire. Soyez la bienvenue. Il n'y a pas de plan de table, donc vous choisissez votre couleur. Virginie Segers également, qui a dirigé l'ADMICAL, certains d'entre vous l'ont peut-être croisé dans ce cadre, qui est spécialiste de l'entrepreneuriat social et de la nouvelle philanthropie. Et vous êtes la présidente de Profil. Peut-être un petit pitch très rapidement sur Profil, que l'on ne connaît peut-être pas encore assez. Alors un pitch tout de suite avec un beau micro rouge. Profil, c'est un cabinet de conseil que j'ai cofondé avec quelqu'un que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est Geneviève Ferron-Creuset. Geneviève, pionnière des sujets de responsabilité sociale, de notation extra-financière, ancienne directrice du développement durable chez Eiffage, puis Veolia. Et donc, nous avons pensé qu'il fallait faire converger nos parcours, le mien plus dans les sujets de la philanthropie et de l'entrepreneuriat social, et le sien que je viens d'évoquer, pour accompagner des dirigeants à la convergence des modèles philanthropiques et économiques. Et à cette convergence, il y a évidemment la prise en compte du bien commun. Alors, également, on va être rejoint par Nicolas Hazard, qui représente le monde du social business. Vous êtes le fondateur
et le président du comptoir de l'innovation, également d'une structure qui s'appelle Calso en Californie. Vous avez des responsabilités éminentes dans un des principaux acteurs de l'entrepreneuriat social dans ce pays, qui est le groupe SOS, je crois. Et vous avez été élu Young Global Leader par le World Economic Forum, excusez du peu. On verra effectivement le regard que vous portez sur toutes les dimensions et sur toutes les implications, et notamment sur les chaînes de valeur qui peuvent se développer autour de notre thématique. Nous allons accueillir aussi Christian Drugman. Vous êtes dans le civil cadre RH chez Vivendi. Prenez place, je vous en prie. Vous êtes fortement impliqué dans la prévention et toutes les problématiques liées aux risques psychosociaux. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Je crois que le dernier, c'est le management optimal. Je ne résiste pas au plaisir de citer la baseline. C'est concilier performance et bien-être au travail. Je me disais que ça pouvait intéresser un certain nombre des personnes qui nous écoutent ce soir. Et puis nous accueillons aussi Geoffroy Lauveau, qu'évoquait tout à l'heure Jean-Luc. Geoffroy, vous êtes chercheur associé au CIPA, c'est le Centre international de philosophie appliquée de Paris-Sorbonne. Et vous allez jouer pendant ce débat un petit peu la mouche du coche. Vous rebondirez sur les expériences que nous pourrons évoquer pour peut-être nous permettre de remettre ça en perspective, nous faire entrer un petit peu plus dans le champ des idées. Vous êtes également l'auteur d'un ouvrage que je ne résiste pas non plus au plaisir de citer. Vous êtes le co-auteur d'un ouvrage qui s'appelait « Quelle justice pour les peuples en transition ?» avec derrière une baseline « Démocratiser, réconcilier, pacifier ». Je trouve que c'est tout un programme aussi, même si ce n'est pas tout à fait notre sujet du jour. Le sujet qui nous réunit, la thématique qui nous rassemble, c'est celle donc des nouvelles responsabilités de l'entreprise. Alors, puisqu'on est entre professionnels, on a l'air de considérer que c'est une présupposée, que tout ça coule de source, mais ça mérite peut-être de s'intéresser, de le disséquer un petit peu, ce postulat. Quand on parle de ces nouvelles responsabilités, de quoi cela est-il le nom? Et puis au-delà des bonnes intentions, où est-ce qu'on en est concrètement? Vous voulez commencer, Virginie Segars? Si vous voulez, mais votre question est tellement vaste que ça peut amener très loin. Avec le prisme qui est le mien, et pour essayer qu'on soit complémentaires les uns et les autres, moi, depuis une vingtaine d'années, vous l'avez évoqué, je m'intéresse beaucoup à l'évolution de la philanthropie. Et je constate que la philanthropie reste un espace de liberté pour les entreprises. Ça ne vous aura pas échappé qu'aucune entreprise n'est obligée de s'engager dans une démarche philanthropique. Mais au lieu de considérer que la philanthropie est un luxe pour des temps prospères, ou la danseuse du président, ou une activité totalement accessoire, je me suis attachée avec d'autres à considérer qu'elle pouvait être une source d'inspiration pour l'entreprise, car elle est une occasion de se confronter à des mondes que souvent l'entreprise méconnaît. Et on sait bien que c'est lorsqu'il y a des frottements que de l'énergie peut voir le jour. Et donc, j'ai tendance à croire, peut-être est-ce un peu utopique, que la philanthropie est un laboratoire, un incubateur d'innovation sociale capable de faire prendre un certain recul à l'entreprise, à condition qu'elle le considère comme tel et qu'elle soit capable d'en prendre le risque et de ne pas être dans une philanthropie à la papa, mais d'être dans une philanthropie pleinement entrepreneuriale, bien en phase avec sa stratégie et les défis auxquels l'entreprise est confrontée. Et j'ai la satisfaction de voir que certains dirigeants commencent à le faire, à le prendre au sérieux. Et la preuve est que Profil se porte bien et que nous avons la chance d'accompagner pas mal d'entreprises et de dirigeants sur ces thématiques. Le bien commun est à distinguer de l'intérêt général. Et vous l'abordez d'ailleurs, surtout dans votre premier ouvrage que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Les communs sont des sujets qui, malheureusement, n'entrent pas encore suffisamment dans les considérations stratégiques, les choix stratégiques des entreprises. Lorsqu'on parle du climat, de l'environnement, de l'éducation, de la santé, on voit bien qu'on est sur des thématiques qui sont soit dans l'objet social de l'entreprise, dans certains cas, mais c'est assez rare, et qui sont souvent pris en compte de façon accessoire, au travers parfois de démarches philanthropiques. Mais comment faire en sorte qu'il y ait une porosité pour que, dans une démarche qui soit d'abord extra-financière, avec la capacité d'influencer une prise en compte financière, ce soit davantage intégré. Et donc c'est tout le défi, je pense, qui est bien évoqué dans l'ouvrage que vous avez présenté, avec un sujet que j'ai lu d'ailleurs dans une des interviews, mais malheureusement que je trouve traité de façon trop accessoire, qui est la responsabilité fiscale aussi des entreprises, car on sait bien que pour subvenir à la prise en compte du bien commun, on a besoin d'une convergence des acteurs publics et privés
que certaines fonctions, qu'on le veuille ou non, restent régaliennes et qu'il faut donner les moyens aussi à la puissance publique de subvenir à ces besoins. Alors Anne de Bettencourt, je vous regardais parce que je crois que cette problématique des communs, justement, c'est quelque chose qui vous inspire. Quelle est votre vision justement sur ces questions ? Bonjour, bonsoir à tout le monde. Alors, évidemment, le bien commun, Fondation Nicolas Hulot, Institut de l'économie circulaire, vous imaginez que les biens communs, ça fait partie de notre ADN et de notre réflexion, parce qu'évidemment, c'est ce qui nous rassemble et ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir produire, consommer, etc. Mais en fait, j'avais envie, de façon un peu étonnante, quand la question, vous l'avez posée, il y a des nouvelles responsabilités. Finalement, ce qui me venait des nouvelles responsabilités, au-delà de la prise en compte des biens communs dont on va parler, c'est finalement peut-être la non-dualité. Je vous propose juste un petit exercice ce soir, c'est de se dire, et si on parlait plus de biens communs et qu'on parlait d'être commun ? Si on intègre le fait que les biens communs, c'est nous, l'être que nous sommes donc, en tant qu'humanité, en tant qu'habitants de cette planète et en tant que donc non-duel par rapport à tout ça, on est un entre la nature, l'humain, l'environnement et l'univers. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise, puisqu'on en est là, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir comme responsabilité l'être commun ? Qu'est-ce que ça veut dire comme responsabilité en tant que ce que je produis, ce que je fais consommer, quel impact sur les gens qui les produisent, la toxicité, la santé, l'environnement, l'avenir, les générations futures. Mais qu'est-ce que ça veut dire puisque c'est moi, puisque si c'est non-duel, ça veut dire que c'est nous. Et donc je pense que j'avais envie de poser ça comme postulat. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on est encore dans une évolution forte. Heureusement, l'évolution, elle est permanente. L'évolution de la conscience est permanente, on le voit. On a évidemment encore des pas à avoir, mais même depuis quelques années où je m'intéresse à tous ces sujets, on voit que l'évolution de la conscience est certaine, mais encore duel. Et donc moi, j'avais envie de vous proposer ce soir de dire qu'est-ce que ça veut dire de parler d'être commun, qu'est-ce que ça veut dire de faire évoluer ça, qu'est-ce que ça veut dire en tant qu'entreprise et évidemment en tant qu'être humain. Christian Brugman, je vous voyais réagir justement sur ce concept d'être commun. Ça semblait avoir une résonance très particulière. Alors, oui, parce que pour moi, le bien commun, c'est la destinée commune de l'entreprise. Personne ne se lève le matin en disant « chic, aujourd'hui, je vais me défoncer pour l'employeur, pour l'actionnaire ». Personne ne dit ça, ni moi, ni vous dans la salle. Donc il y a bien quelque chose qui fait qu'on va travailler. Et quand on regarde la dernière enquête Gallup, on se rend compte que, grosso modo, on a 10% de personnes qui sont engagées dans l'entreprise, on en a 65% qui sont moyennement engagées, c'est-à-dire qu'elles viennent bosser en disant ça va, oui, ça va comme un lundi, ça veut tout dire. Et puis, il y en a 10% qui sont réellement... le reste, c'est 20% qui sont réellement désengagés et qui sont activement désengagés, je dirais même à la limite du sabotage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si l'entreprise ne fait pas ce qu'il faut pour que tout le monde soit engagé, on va se retrouver avec 10% de la population qui va tirer l'entreprise. Et ça ne me paraît pas envisageable aujourd'hui. Ça veut dire que l'être humain doit être pris en considération dans toute sa créativité, dans toute sa capacité à faire. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut effectivement l'associer, le développer, lui permettre de s'exprimer. Et comment une telle aspiration se traduit-elle ensuite en réalité opérationnelle ? Vous êtes, encore une fois, vous représentez des professionnels des RH, on a là des professionnels de la communication. Ensuite, comment est-ce que l'on met ça en musique ? Comment est-ce que l'on rend ça palpable, tangible pour les gens, ce changement la prise en compte de ces enjeux ? Alors, je vais vous répondre de la façon suivante. En fait, une entreprise est composée de trois choses. Elle est composée d'un top management qui voit l'avenir. Son objectif, c'est... Théoriquement. Pardon ? Théoriquement. En tout cas, son objectif, c'est de travailler sur l'avenir et c'est de faire en sorte que l'entreprise se situe dans la bonne trajectoire. Vous avez ensuite 90% de la population qui est attachée à sa culture d'entreprise. Et la culture d'entreprise, c'est son identité, mais l'identité, c'est aussi le passé. Donc, on a grosso modo 90% des gens qui trouvent que la situation est très bien comme elle est.
Et puis vous avez entre les deux, vous avez un management qui représente aux environs de 10%, pour faire simple, et qui, lui, doit jouer le lien, le go-between entre un top management qui se fiche royalement du passé et une culture d'entreprise qui se fiche royalement de l'avenir. Donc, c'est pour ça qu'on parle de management optimal, mais le management optimal est basé sur les besoins de l'entreprise et besoins de la personne qui travaille. Et c'est la raison pour laquelle, quand on arrive à marier les deux, on peut répondre opérationnellement à votre question. Nicolas Hazard, comment est-ce que vous voyez les choses au sein des structures que vous pilotez, que vous avez créées, que vous animez, également avec les entreprises pour lesquelles vous travaillez parfois, je pense notamment au groupe SOS. Je rappelle que cette définition qui a été donnée une fois de l'entrepreneuriat social, c'est innover au service de l'intérêt général. Ça ensuite, en réalité quotidienne dans l'entreprise, ça se traduit comment ? Moi, j'ai du mal à faire la distinction entre bien commun et intérêt général, mais comme on se connaît bien avec Virginie, elle m'expliquera après la conférence. Vous pouvez nous faire exactement. partager cette explication de texte, n'hésitez pas. En tous les cas, nous, le but, c'est vraiment de se rendre compte qu'il y a deux tensions aujourd'hui qui existent, des inégalités qui sont croissantes partout, dans tous les pays, d'un problème de ressources naturelles qui est très fort, et que si on fait rien, globalement, à un moment, ça va péter, ça va exploser, et qu'on va avoir un vrai problème par rapport à ça. Donc nous, on essaie de donner les moyens à tous ceux qui veulent changer ça à travers l'entreprise, de réussir, que ce soit des entrepreneurs ou des gens qui sont dans des grands groupes et des grandes entreprises. On leur donne les moyens, les outils à travers du financement. Donc moi, j'ai créé il y a 5 ans le comptoir de l'innovation. C'est un fonds d'investissement aujourd'hui qui va faire à la fin de l'année, enfin à la fin du mois de juin, à peu près 100 millions d'euros pour investir dans ces startups qui sont à la fois green et ou sociales, ou les deux, et qui ont une vraie envie de changer les choses en développant des modèles économiques qui sont à la fois viables en termes de business et en même temps qui servent l'intérêt général ou le bien commun. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui ont décidé de changer les choses, non pas par la politique, non pas par la manifestation, par l'activité syndicale ou autre, mais qui a décidé de changer les choses par l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui crée les emplois, qu'est-ce qui crée la richesse, qu'est-ce qui crée le développement ? C'est bien évidemment les entreprises. Et on a des entrepreneurs, on a aussi des intrapreneurs, des gens qui changent le monde à l'intérieur de l'entreprise. Et nous, on va les accompagner à travers ces fonds d'investissement, mais pas que. On développe aussi des systèmes d'incubation et de pépinière et d'accélération. On est présent dans une douzaine de pays sur 4 continents. Un réseau global qui fait maintenant plus de 500 startups, et on se rend compte que c'est un mouvement mondial, qu'aujourd'hui on ne peut pas continuer comme on est engagé, qu'on a pu avoir, après la crise financière, quelques alertes, mais que finalement c'est un peu le business as usual qui a repris, et qu'aujourd'hui, si on veut rentrer dans une époque durable, si on veut pouvoir développer des entreprises qui ont un impact positif, qui créent des externalités positives sur la société, il faut pouvoir changer notre modèle économique, changer nos business models, et c'est ce qu'on essaie de faire avec toutes ces startups. Et c'est pas qu'en France, hein, c'est dans le monde entier, y compris aux États-Unis, vous le disiez, en Asie, en Afrique, c'est très très fort. On a vraiment besoin de ces nouveaux modèles économiques, et nous on va les accompagner et leur donner les clés pour travailler là-dessus. Geoffroy, très rapidement, vous n'avez pas demandé la parole, mais je vous la donne quand même, parce que ce glissement qui est un peu plus que sémantique entre le bien commun et l'être commun, le philosophe, il en dit quoi ? Alors, je ne sais pas si je vais me positionner sur cette distinction-là que je trouve assez pertinente, mais peut-être plus sur, je dirais, un malentendu dans ce qui vient de se dire, à mon avis. La philanthropie, le bien commun, l'intérêt général, ce sont des façons différentes d'envisager la même chose, mais ce n'est pas exactement la même chose quand même. C'est-à-dire que quand une entreprise fait de la philanthropie, elle n'est pas forcément autour d'une construction du bien commun qui la concerne directement, mais elle le fait pourquoi ? Pour une question d'image, image de marque. Elle le fait parce que son dirigeant ou son équipe dirigeante est convaincu qu'il faut faire le bien d'un certain nombre de personnes. C'est une conviction morale, etc. Mais la philanthropie, c'est en quelque sorte une volonté de faire le bien en dehors, on va dire, de l'entreprise ou par l'entreprise vers la société, mais comme une image que l'on construit. Donc une fondation philanthropique, elle n'a pas pour but la rentabilité directe de l'entreprise, mais une construction d'une image. Il y a quelque chose de différent quand on parle d'une entreprise sociale. L'entreprise sociale ou l'entreprise solidaire, ou par exemple
exemple, l'économie solidaire, c'est travailler sur des biens qui nécessitent un partage, etc. Ce qui n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas un bien privé que l'on produit qui va servir justement un profit exclusif d'une entreprise, etc. Donc il y a deux finalités différentes. La philanthropie, c'est très bien, je n'ai absolument rien contre, mais ce n'est pas exactement la même chose que le bien commun ou le bien privé qui servirait quelque chose de commun. Voilà. Et puis, dernière chose qui me ferait réagir, c'est ce que vous avez dit sur l'intérêt général et le bien commun. Effectivement, dans le premier livre, moi, j'ai essayé d'argumenter le fait que c'est pas exactement la même chose. On le voit bien en économie, les grandes théories économiques le montrent. Par exemple, l'éducation, au bout d'un certain temps, elle n'est pas rentable. Bon. Donc, c'est un service public, c'est un service d'État. Tous les États qui ont testé une éducation privée se sont plantés. Bon, les États-Unis ont dit que c'est un système privé, mais en fait, c'est un système qui est largement financé par les États et en plus, en complément, par des investissements privés. Mais l'éducation, c'est typiquement un bien qui est non rentable au-delà d'un certain investissement pour une société. Donc, ça ne peut pas intéresser l'entreprise. Voilà. Donc, s'il y a une distinction entre un intérêt général et un bien commun, c'est qu'il y a certains biens qui ne sont pas rentables, qui ne peuvent pas faire l'objet de politiques d'entreprise, mais qui doivent faire l'objet d'un intérêt général, d'un État. Et c'est normal, encore une fois, je ne critique pas cette distinction-là, mais il faut bien avoir cette distinction en tête pour bien comprendre que s'il y a quelque chose comme un être commun, à mon avis, c'est la réunion de différentes tensions, c'est-à-dire de différents objectifs, des objectifs de philanthropie, des objectifs d'entreprise solidaire et éventuellement des objectifs d'État. L'être ensemble, l'être commun est composé de ces différentes finalités, mais qui ne sont pas forcément compatibles les unes avec les autres. Il faut bien comprendre qu'effectivement, on ne va pas attendre d'une entreprise nécessairement qu'elle fasse le bien de tout le monde et n'importe comment. Elle a des concurrents, elle a intérêt à être plus performante que ses concurrents. Ça va impliquer un certain nombre de choses qui sont des réformes structurelles, qui sont des politiques d'emploi, qui ne sont pas forcément compatibles avec le bien d'une société ou pas toujours compatibles avec le bien d'une société. Donc il y a des tensions qui sont irréductibles. On le voit d'ailleurs dans le livre, c'est-à-dire qu'on a des points de vue politiques plus communistes, etc. Ils montrent bien, et ils ont raison à leur manière, ils montrent bien qu'il y a eu des tensions qui ne sont pas forcément profitables à la société, mais qui sont bonnes pour l'entreprise. Voilà. Donc ça, je crois qu'il faut insister sur ces distinctions, parce que du coup, si on n'insiste pas sur ça, on est un peu dans l'angélisme en pensant que le bien commun, c'est la même chose pour tout le monde, et que les entreprises ont intérêt à faire le bien commun et l'intérêt général, etc. Virginie Seghers, je vous voyais avoir envie de réagir. Ça tombe bien, parce qu'on ne voulait pas faire une conférence, mais créer des points de friction, donc allons-y. Pas forcément de friction, parce qu'il y a tout un volet de ce que vous avez dit avec lequel je suis parfaitement d'accord. En même temps, c'est une vision que je qualifierais d'un peu traditionnelle de la philanthropie. Aujourd'hui, on voit bien que les nouveaux philanthropes, avec un barycentre d'ailleurs de la philanthropie et des richesses qui a profondément évolué, puisqu'elle se situe davantage vers les pays d'Afrique et d'Asie aujourd'hui que vers les États-Unis ou l'Europe, on voit bien que ces nouveaux philanthropes, ils veulent combiner le don et l'investissement. Et donc, ils sont bien à la croisée de ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire le don classique, mais aussi l'investissement que tu connais bien et les fonds d'impact investing. Et d'ailleurs, beaucoup de ces nouveaux philanthropes qui sont des entrepreneurs, qui ont fait fortune et qui veulent appliquer la même logique de performance, mais cette fois plus au service de la performance financière, mais au service de la performance sociale, vont allier des démarches qui combinent la philanthropie et l'impact investing. Et ils l'englobent derrière un vocabulaire qui est un vocabulaire philanthropique, parce qu'il retourne aux racines grecques de la philanthropie que vous connaissez bien, philos, anthropos, aimer l'homme, et sûrement aimer l'homme dans toute sa complexité, et cet homme commun, pour reprendre votre vocabulaire. Donc il y a en effet des tensions, qui sont des tensions parfois idéologiques, qui sont des tensions juridiques, qui sont des tensions fiscales. Il n'empêche qu'on va de plus en plus vers une convergence, avec un modèle, par exemple, qui nous a passionnés chez Profil, qui est le modèle nord-européen des fondations actionnaires. Savez-vous, par exemple, que la moitié des entreprises cotées en bourse à Copenhague appartiennent majoritairement à des fondations? Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Une partie du Mittelstand allemand est également dans ce cas. Oui, absolument. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gouvernance des grandes entreprises capitalistes est une gouvernance philanthropique. Ce qui doit interpeller, je pense, des philosophes, des anthropologues, des sociologues, des historiens. Car on est dans une inversion du modèle. On n'est plus dans la fondation périphérique
qu'il a soit pour donner bonne conscience, soit pour faire de la communication. On est dans une gouvernance de grandes entreprises qui est, encore une fois, philanthropique. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un geste philanthropique au départ, puisqu'il a fallu transmettre l'entreprise à une fondation et donc se déposséder, ce qui est le cas d'entreprises familiales. Et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce qu'on veut créer un peu de débat. Moi, je ne pense pas que d'un côté et de l'autre, comme vous l'avez évoqué, on se fiche du passé ou on ne voit que l'avenir. Dans beaucoup d'entreprises familiales, on est extrêmement attaché à ses racines, à ce qui a été le sens initial de l'entreprise. Et au contraire, on veut essayer que ce sens, dans une modernité, essaye d'être actualisé. Et beaucoup d'entreprises familiales aujourd'hui se posent la question de transmettre une partie de leur patrimoine, une partie de leur actif à des fondations et d'aller vers un modèle de fondation actionnaire, car il permet justement d'articuler une vision de long terme, une stabilité de l'actionnariat, le fait que ces entreprises ne soient pas rachetables facilement, avec un dynamisme du marché qui est le fait que les entreprises restent cotées en bourse pour une partie, et des dividendes qui remontent à un actionnaire principal, l'actionnaire étant philanthropique, pour aider des causes d'intérêt général. Donc on voit bien qu'il y a des modèles qui sont tout à fait hybrides et extrêmement intéressants. Une réaction peut-être, Christian Drugman? Oui. Je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'établir une responsabilité partagée, effectivement, entre l'entreprise et les gens qui travaillent pour l'entreprise. Et de ce point de vue-là, l'entreprise a une vraie responsabilité. C'est-à-dire, je m'explique, l'entreprise doit donner du travail et le salarié doit donner le meilleur de lui-même. C'est ça. En même temps, l'entreprise doit faire le nécessaire pour que le salarié donne le meilleur de lui-même et elle doit créer les conditions de ce don, je vais dire. L'entreprise doit donner des opportunités d'évolution et le salarié doit les saisir, ces opportunités. Parce qu'on ne peut pas donner des choses, on ne peut pas donner des opportunités qui ne sont pas saisies, ça n'a pas de sens. Et puis l'entreprise doit se comporter comme un entraîneur d'athlètes. C'est-à-dire qu'à certains moments, des records doivent être battus et l'entreprise doit préparer ses salariés à battre les records. Mais en même temps, on ne peut pas battre des records en permanence. C'est ce qu'on demande aujourd'hui dans les entreprises. On a vu Levellini, le sauteur à la perche, sauter 6,15 m et le meeting suivant, il a sauté 5,85 m ou peut-être qu'il ne les a pas passés. Donc on voit bien qu'on ne peut pas demander des efforts en permanence. Il y a des temps de repos, il y a des temps de latence et ça, l'entreprise doit en être responsable. Et c'est dans ce sens-là que je pense qu'il y a effectivement une responsabilité partagée, mais c'est un modèle à construire. Je voudrais rebondir sur ce qu'évoquait tout à l'heure Geoffroy, et puis bon, c'est une idée qui circule aussi, selon laquelle il ne faut pas oublier la profitabilité, la finalité première de l'entreprise, qui est sa pérennité, qui passe par la profitabilité, et que celle-ci ne peut pas toujours être sacrifiée sur l'autel de la responsabilité. Comment est-ce qu'on gère ce que certains appelleraient des injonctions contradictoires? Et l'homme n'est pas très doué pour les injonctions contradictoires. Christian, et ensuite peut-être les autres participants. Comment on gère ces contradictions? C'est toute la difficulté d'aujourd'hui. Hein. On réfléchit effectivement à des modèles qui permettent, je dirais, aux salariés de s'intégrer davantage. On a vu tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure qu'on a 10% de personnes qui sont vraiment intégrées dans l'entreprise et qui sont motrices dans l'entreprise. L'entreprise doit faire le nécessaire pour faire monter ce pourcentage. C'est impératif. Sinon, effectivement, les entreprises qui ne le font pas seront dépassées par la concurrence qui saura le faire. Et la profitabilité en pâtira, c'est évident. Anne de Bettencourt, c'est quand même au cœur effectivement de cette réflexion sur l'économie circulaire qui est d'inventer justement des nouvelles chaînes de valeur et des nouveaux modes de profitabilité et d'efficience des entreprises. Votre point de vue sur ces questions? Et alors là, c'est exactement au cœur effectivement tout le sujet. Moi, je vais là aussi repositionner le débat. Vous êtes libre. Moi, je lance des questions. Ensuite, vous êtes parfaitement libre de vos réponses. Moi, ma réponse, elle va être très claire. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire finalité, profitabilité? Moi, je voudrais repositionner les choses en disant la profitabilité, bien sûr, mais c'est juste qu'un moyen. C'est absolument pas un objectif. Tant que la profitabilité sera l'objectif, mais je vous laisse imaginer quel sens on met à tout ça. Ça veut dire qu'à tout prix et à n'importe quoi, la profitabilité doit être la reine. Alors là, ça pour moi, s'il y a au cœur du changement de modèle économique, c'est d'abord ça. Tant qu'on ne remettra pas la profitabilité et l'argent et les bénéfices et tout ce qu'on veut, qui sont entièrement nécessaires à leur juste place, qui sont des moyens,
On peut essayer de tout changer, faire tout le greenwashing qu'on veut, faire tout ce qu'on veut, ça ne changera rien. Mais vous savez, Anne, qu'il y a encore un certain nombre d'organisations qui en sont au stade de ce greenwashing. On ne va pas faire d'angélisme de ce point de vue-là non plus. Je veux bien pas être angéliste, je dis juste que tant qu'on en sera là, on n'arrivera pas à avoir de sens. D'où l'idée de se dire que qu'est-ce que ça veut dire de la compétition, vous parliez de concurrence, etc. À partir du moment où on redonne du sens à une entreprise, on parle aujourd'hui de compétition financière, de compétition fiscale, on peut les appeler tout ce qu'on veut et tout ce qui est, de compétition d'accès aux ressources, puisqu'en fait, puisqu'on n'a aucun lien avec les biens communs, parce que moi j'aime bien parler aussi des biens communs et pas que du bien commun. Les biens communs, c'est ce qui nous permet d'exister, c'est ce qui nous permet de produire, c'est ce qui nous permet de faire cette fameuse profitabilité. Petit rappel par ailleurs, ces fameux biens communs que sont l'air, l'eau et le pétrole et tout ce que nous respirons et tout ce que nous utilisons, c'est gratuit. Juste petit rappel, hein. C'est quand même la première chose que nous utilisons. Et tout ça, c'est gratuit. On le paye strictement à personne. On n'en paye que l'extraction. D'où l'idée de revoir les modèles économiques dans une idée qui est d'un modèle circulaire qui permet non plus de prendre des ressources, de les transformer, d'avoir des produits et de les jeter, mais bien de créer des boucles positives qui nous permettent d'utiliser et d'upcycler et de redonner de la valeur en permanence aux ressources qui sont non renouvelables, contrairement à beaucoup de choses. En tout cas, elles sont pour la majorité non renouvelables. Et ça nous permet de, là encore, changer de finalité. Donc la finalité, c'est pas juste d'avoir une compétition de ressources, mais la finalité sûrement de demain, c'est de permettre, et là je vous suis complètement, aux salariés, à tous les membres d'une entreprise, tous ceux qui font partie de cet être commun que j'ai bien voulu donner comme au départ, de faire une merveilleuse compétition en termes d'intelligence, en termes de créativité, et non plus seulement en termes financiers et d'accès aux ressources. Alors ça tombe bien parce que ça c'est au cœur de votre contribution à l'ouvrage qu'on évoquait tout à l'heure, Bien commun en entreprise. Vous y défendez la nécessité d'un changement de paradigme pour aller vers donc, des entreprises. Alors vous n'en êtes même pas au stade, vous êtes au-delà déjà de l'économie circulaire, vous parlez d'entreprises à impact positif, mais vous insistez beaucoup justement pour ce changement de paradigme, de la place qu'il faut laisser à la créativité, pour, je cite, ne plus être au service d'une production infinie de biens, mais bien plutôt d'usage infini. Vous pouvez nous préciser un petit peu votre point de vue ? Oui, mais c'est ce qu'on veut dire, c'est-à-dire qu'on a une base qui est qu'on a des ressources limitées. L'objectif, on a créé un modèle économique, évidemment, qui est basé sur la possession. On doit fabriquer des produits, les vendre et donc posséder de plus en plus de produits. C'est le modèle économique global de la production. Mais finalement, là encore, en termes de finalité, l'objectif, c'est pas de posséder. C'est bien d'avoir accès à un certain nombre de produits. Je vous donne juste un petit exemple. Est-ce que vous savez combien de temps est utilisée une perceuse au total dans sa vie ? 10%. Allez, je me lance. Allez, en termes de minutes, je vous donne une... Non. 32. Si c'est moi, c'est 30 secondes, mais je ne suis pas dans la cible. Vous n'êtes pas dans la cible, mais même dans la moyenne, c'est 7 à 8 minutes dans toute sa vie. Inutile de dire que la relation qu'on peut avoir en termes de possession avec une perceuse, enfin pour certains en tout cas, je ne sais pas ce que ça donne. Je connais des monomaniaques de la perceuse, mais ils sont... Une automobile est utilisée 5% de son temps. Bref, on a fondé notre modèle économique sur la possession. Qu'est-ce que ça voudrait dire demain de fonder notre modèle économique sur l'usage et donc l'accès à ces biens ? Il n'est pas question de revenir à la bougie. On nous dit souvent, mais oui, vous, les écologistes, vous voulez qu'on revienne à la bougie. Alors moi, pas du tout envie de revenir à la bougie. Par contre, de prendre en compte le tout. Et donc, une société d'usage, ça permet, c'est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, qui permet d'avoir usage de biens et de créer des services et non plus seulement de la vente de produits. On pourrait en parler longtemps, mais il y a des exemples. Enfin, on développe le partage. Autolib est un exemple d'usage d'accès à la mobilité. Donc, on a le service que l'on vend, c'est de la mobilité et non plus la possession d'une voiture, mais bien l'accès à de la mobilité et d'autres exemples. C'est un des exemples qui fait que l'on peut arriver à faire évoluer
les modèles économiques. Et c'est pour ça que j'ai intitulé dans le petit bouquin ma contribution créativité et conscience, parce que la base pour moi c'est la créativité, l'innovation, mais l'innovation qui a du sens, pas de l'innovation pour de l'innovation, donc de la créativité et de l'innovation en conscience. Alors, ces nouveaux modèles, l'émergence de ces nouveaux modèles, elle est souvent le fait, effectivement, du monde entrepreneurial, notamment d'une nouvelle génération d'entrepreneurs que vous incarnez, Nicolas. Ça fait partie, justement, c'est au cœur de votre contribution à vous, à l'ouvrage. Vous y soulignez le rôle clé de la nouvelle génération d'entrepreneurs, qui est de la nécessité peut-être pour la société de mieux accompagner ce mouvement, pour l'aider à faire bouger les lignes. Vous pouvez préciser un petit peu, justement, votre point de vue ? Exactement. Moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Pour moi, il y a deux tensions majeures. Il y a une tension sur les ressources qui est très importante et ça a été très bien dit. On a besoin d'inventer des nouveaux modèles autour de l'économie circulaire, de créer des nouveaux modèles, etc. On a besoin d'innover, mais aussi innover au service de l'intérêt général et pas innover juste pour se faire plaisir ou pour consommer plus, mais vraiment réfléchir au sens de l'innovation. Je pense que c'est très important. Première tension, celle des ressources naturelles. La deuxième tension, pour moi, qui est la plus importante, enfin, elles le sont toutes les deux et elles vont avec, c'est la tension autour des inégalités et de la société qu'on est en train de créer et du problème du partage de la valeur. Et ça a été dit aussi. Je pense qu'il y a eu un changement autour des années 80 avec un capitalisme de plus en plus financier, avec un système qui a été bâti autour de ça, qui a fait que la valeur aujourd'hui est plus partagée et de manière beaucoup plus inégale et surtout de manière de moins en moins juste pour ceux qui sont détenteurs du capital. Et ça crée des grandes difficultés, des grandes tensions qui, je pense, peuvent... Alors, on a pu avoir certains effets aujourd'hui, mais qui peuvent aller très très loin. Et si je compare des civilisations comme les Huns, les Mayas ou encore l'Empire romain, ces trois civilisations qui avaient l'air absolument indestructibles, où tout le monde se disait ils possèdent le monde, ils contrôlent le monde et rien ne pourra les arrêter, elles ont disparu les trois pour la même raison. Elles ont eu une double tension autour des ressources naturelles et une tension autour des inégalités, des castes qui s'étaient créées. Sur le sujet, je vous conseille un ouvrage que vous avez peut-être lu, c'est Jared Diamond, ça s'appelle Disparition, c'est un ouvrage essentiel. Voilà. Et ça, c'est vraiment une réalité où on n'a pas l'impression que les responsables politiques en aient vraiment conscience. On a l'impression que ça change un petit peu au niveau des entreprises, certaines. Alors, on ne peut pas systématiquement opposer l'intérêt, la lucrativité et le profit contre l'impact social et l'impact environnemental. Il y a beaucoup de boîtes et d'entreprises qui arrivent de plus en plus à concilier les deux et à faire des choses. Donc, il y a des choses qui se font. C'est encore très, très largement insuffisant. Mais il y a des modèles qui existent et qui montrent qu'on peut concilier impact social et rentabilité. Et aujourd'hui, c'est une question plutôt d'équilibre et de partage de la valeur qui doit être au cœur de cette société et qu'on essaie de créer. Et en cela, moi, j'ai très bon espoir pour une raison, pas tant pour les anciennes générations, mais à travers les nouvelles générations qui ont complètement intégré ce fait-là, qui sont nés avec, c'est la génération SIDA, chômage de masse, développement durable, réchauffement climatique, qui a tout à fait conscience de ces défis qui existent et qu'on ne peut plus faire comme les années 80 ou les années 90, où il y a une sorte d'impunité autour des choses. Mais qu'on peut construire. Mais d'un côté, il y a un pragmatisme qui est très très fort chez ces entrepreneurs, qui est on ne va pas être dans la révolution exogène et construire un système from scratch, mais on va être dans la révolution endogène. On va nous-mêmes, à travers la construction de nouveaux modèles économiques, de nouvelles entreprises, on va nous-mêmes réinventer ces modèles pour être les grandes entreprises de demain. Si on veut survivre jusqu'à ça et ne pas connaître la fin de notre civilisation capitaliste, enfin sans vouloir être dramatisé, mais quand même, parce qu'on est quand même à un point de tension qui est très très fort, ce sont ces startups, ces entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs qui sortent d'écoles de commerce aujourd'hui, notamment en France, dans le monde, partout, veulent développer des business qui ont du sens. Ils veulent développer des entreprises. Et je ne pense pas, et ce que disait Schumpeter, on ne crée pas une entreprise uniquement
pour le profit. Le profit, c'est finalement, et l'argent, c'est important, certes, mais c'est pas la motivation première. Quand on crée une entreprise, c'est parce qu'on a envie de construire quelque chose, et qu'on a envie de construire quelque chose qui est durable et qui nous succédera. Et donc, cette notion de durabilité, cette notion d'impact social et cette notion de trouver des solutions contre les inégalités auxquelles on est confronté aujourd'hui, elle est inhérente au nouveau business model. Et c'est pour ça que je suis très positif de ce qui se trame dans les années à venir. L'optimiste, celui qui voit des opportunités dans chaque difficulté, disait Churchill. On est un peu dans ce registre-là. Geoffroy, vous vouliez réagir déjà sur les propos de Anne, et puis j'imagine encore plus sur ceux de Nicolas. En fait, c'est une réaction commune aux deux propos. Je suis très heureux d'entendre un tel optimiste, et si j'ai une position qui apparaît un peu comme traditionnelle ou conservatrice, c'est peut-être par esprit de critique, plus que par conviction personnelle. Mais pour avoir fait un certain nombre d'entretiens et puis avoir un peu travaillé sur la notion depuis quelques années, je crois qu'il est important aussi de remarquer ce que vient de dire Nicolas Hazard. C'est-à-dire que oui, il y a ce discours-là. Oui, il y a ce changement de tendance. Je pense que Anne de Bettencourt montre bien aussi, à la fois par ses travaux et puis par ce qu'elle vient de dire, de quelle manière ça peut être impulsé par des modifications technologiques, par des modifications de comportement. Mais il ne faut pas oublier non plus, comme vous l'avez dit, Nicolas Hazard, que les inégalités n'ont jamais été aussi fortes. Il ne faut pas oublier que, en gros, ça fait 10 ans dans l'entreprise qu'on parle de changement de management, d'externalité positive, de responsabilité sociétale, mais les impacts sur les inégalités, à la fois à l'intérieur des entreprises et puis entre les différentes entreprises et entre les différentes sociétés, l'impact est à peu près nul ou quasiment nul en termes de chiffrage économétrique. Bon. Donc, les bonnes intentions, oui, mais quel résultat ? C'est pas du tout évident. Alors évidemment, je sais que ça prend plus de temps, mais c'est pas du tout évident. Et là, on parle de sociétés développées. Qu'est-ce qu'on dirait si on parlait des écarts nord-sud et des comportements des entreprises à l'égard d'un certain nombre de pays du Sud ? Bon. Donc je pense que l'optimisme est bien, mais qu'il faut quand même avoir une réaction un peu prudente. Puis la deuxième chose, c'est que les changements de modèle économique, de modèle de production, de modèle de consommation, effectivement, mais on parle d'Autolib, ok, mais si on parle de Uber, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que ça ne modifie pas non plus la mentalité ou le comportement d'un certain nombre d'entrepreneurs qui profitent de ces changements-là pour continuer à... On a tous eu cette expérience de prendre un Uber et de discuter avec le chauffeur et de savoir combien il gagne exactement et combien on lui ponctionne. Ce n'est pas uniquement les modes de production et de consommation ou le changement qui changera la mentalité ou la conscience du bien commun. Donc je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que moi, quand j'ai fait sur ce travail, j'ai interviewé un certain nombre d'entrepreneurs ou de responsables d'entreprise qui sont dans la salle, qui sont ici, etc. Ils me disent tous, oui, il y a une prise de conscience. Mais après, quand on lit Piketty, on est un peu moins optimiste, et quand on lit les derniers rapports, on est un peu moins optimiste. Donc, je voulais aussi un peu vous interroger sur cet écart. Moi, je suis un théoricien, je suis très très loin de tout ça, mais vous êtes des praticiens, vous êtes tous optimistes. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce qu'on peut l'être ? Ou est-ce que vous êtes représentatif de ce monde de l'entreprise par rapport au bien commun ? Virginie Segers, vous voyez effectivement avoir envie de réagir. Et puis profitez-en peut-être pour prolonger votre propos au-delà de votre réponse à Geoffroy, oui, en abordant votre contribution à l'ouvrage et notamment les modèles anglo-saxons. Oui, en effet, répondre aussi à Nicolas, parce que je pense que nous sommes à la fois des optimistes, lucides et surtout des opiniâtres. Quand j'entends Nicolas, je suis vraiment en phase avec lui parce que pour enseigner depuis bientôt une vingtaine d'années, ça ne me rajeunit pas, dans pas mal d'écoles, de commerce, Sciences Po, etc., je suis vraiment impressionnée par la transformation des étudiants que j'ai en face de moi et la lucidité qu'ils ont sur les sujets qu'on aborde, leur connaissance des enjeux, leur implication personnelle via différents réseaux, soit virtuels, associatifs et autres. Et en effet, une grande majorité d'entre eux qui n'imaginent absolument pas ne pas pouvoir concilier un épanouissement personnel, un développement professionnel et surtout une démarche altruiste. Et donc, ça rend plutôt optimiste. Ça ne veut pas dire que, confrontés à la réalité de l'emploi, ils ne vont pas être en difficulté. Et on rejoint vos sujets sur comment répondre aux attentes des salariés, mais qui ne seront peut-être pas salariés demain, parce qu'il y a aussi une profonde transformation du monde du travail, à condition que certains laissent ces transformations voir le jour. Pour répondre aussi à ce que vous évoquez et aller un peu dans le sens de l'interview qui est dans le livre,
il y a aussi aujourd'hui des nouveaux modèles qui articulent prise en compte du bien commun et entreprise, sachant que la notion d'entreprise n'existe pas en droit et que c'est quand même un point d'achoppement considérable. On parle des sociétés. Et une société, elle est créée pourquoi? Selon le Code civil, en tout cas en France, elle est créée dans l'intérêt des associés. Et malheureusement, derrière intérêt, on voit assez vite intérêt financier, entre parenthèses, apparaître. Et là, je rejoins évidemment totalement ce qu'a dit Anne de Bettencourt. Ça n'est qu'un moyen. Donc, il s'agirait peut-être de travailler davantage à la notion d'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire que cette aventure foncièrement collective qu'est l'entreprise? Quel est l'intérêt qui doit être défendu par l'entreprise? Et c'est un intérêt commun et pas seulement celui des associés. Et donc, avoir une vision beaucoup plus, qui puisse beaucoup plus intégrer les intérêts des parties prenantes et de ces communs dont on parle aujourd'hui. Et ce qui nous intéresse beaucoup, c'est qu'on voit, je crois que c'est un petit peu ce que tu évoquais, et surtout avec ton expérience aujourd'hui en Californie, le fait que certains pays, notamment anglo-saxons, mais il y en a aussi en Europe, en Suisse, en Italie, en Grande-Bretagne, il y a des nouveaux statuts juridiques d'entreprise qui permettent, dans l'objet social, et donc dans la définition même de ce pourquoi l'entreprise a été créée, de mettre en compte, de prendre en compte le bien commun. Et c'est d'ailleurs la prochaine étude de profil après celle sur les fondations actionnaires, parce qu'on s'est donné pour mission un peu de défricher des modèles convergents qui sont très méconnus en France. Et donc là aussi, c'est une source pour moi d'optimisme très, très relatif, parce que c'est très embryonnaire. Il y en a quelques milliers aujourd'hui dans le monde. Et en même temps, il y a quelques acteurs emblématiques avec des leaders très charismatiques à leur tête et qui sont des entrepreneurs qui sont susceptibles de réinventer des modèles où les deux ne sont pas séparés, mais profondément intégrés, avec une notion fondamentale qui est celle du long terme. Et je pense que c'est vraiment cette prise en compte aussi du long terme dans des décisions qui est fondamentale pour intégrer le bien commun au modèle économique, avec toute la question de la gouvernance et de l'actionnariat. Et puis la question également du management, et là je me tourne naturellement vers vous, Christian, puisque votre contribution dans l'ouvrage, justement, elle pointe du doigt les changements qui doivent intervenir en la matière. Vous soulignez l'importance d'une démarche qui soit maintenant une démarche de co-construction, avec chacun et sa part de responsabilité. Et puis également une dimension importante, c'est de certes définir des projets auxquels les uns et les autres, qui puissent mobiliser les uns et les autres, leur apporter du sens, mais en amont de tout cela, travailler sur un socle de valeurs communes. Voilà. Détaillez un petit peu le projet managérial que vous portez justement à travers ça. Alors déjà, j'ai entendu beaucoup de choses qui sont intelligentes et je les trouve d'autant plus intelligentes que j'y souscris complètement. Mais la réalité dans... Et mes frictions alors, voilà, mais je suis désolé, mais je suis un homme de consensus. La difficulté dans l'entreprise est justement qu'on est, je crois, il y a une évolution qui se produit. La conscience se développe sur le fait que, effectivement, les ressources sont limitées, qu'on va devoir penser autrement, on va devoir faire autrement, on va devoir consommer différemment. Tout ça, effectivement, c'est en route. Mais pour faire évoluer notre génération, ma génération, mais la génération qui suit, il va falloir du temps. Je pense qu'une génération évolue, il faut une trentaine d'années pour qu'elle évolue. Ça veut dire que des jeunes comme Nicolas sont les dirigeants de demain. C'est sur eux qu'il faut baser notre jeu et pas sur ce qui se passe dans l'entreprise aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'entreprise, il y a des lourdeurs immenses. Je le vois. Pour en revenir à votre question, aujourd'hui, j'ai construit un modèle donc sur les besoins de l'entreprise, les besoins de l'individu, avec une notion qui est celle de Karasek, les facteurs de stress et de motivation au travail. Donc là, il y a un modèle. Et j'ai monté une formation à partir de ça sur le travailler ensemble. C'est un exemple simplement. Hein. Je ne suis qu'au début du modèle et que je développe. On voit bien que c'est un enjeu majeur pour toutes les entreprises qui sont confrontées à la nécessité de transformation multidimensionnelle, digitale, organisationnelle, marketing, que de réussir à faire travailler les gens ensemble.
différemment, mais ensemble. C'est indispensable. Et je fais un aparté, mais on ne peut plus travailler aujourd'hui comme on travaillait hier. C'est-à-dire que le numérique est intervenu, on voit Uber et l'ubérisation de la société, on voit bien qu'on ne peut plus travailler comme on travaillait hier. Moi, je peux être en relation à travers un réseau social avec n'importe quel grand patron de la place de Paris. Et mon propre patron n'a pas ce contact-là. Donc, je peux lui apporter quelque chose, je peux apporter quelque chose à l'entreprise. Mais pour en revenir à votre question, effectivement, il y a quelques valeurs qui sont indispensables, sur lesquelles il faut travailler. Et la méthode que j'utilise, c'est pour pouvoir les intégrer, ces valeurs, il faut les expérimenter. Et pour bien les expérimenter, il faut les expérimenter en dehors du cadre professionnel. Parce que là, on va vivre un certain nombre... Vous pouvez nous donner un exemple concret, peut-être ? J'ai un exemple très concret. C'est une formation. Je pense que c'est intéressant de le partager avec les professionnels. C'est une formation que j'ai mise en place. L'idée, alors je replace ça dans le contexte, l'idée de Vincent Bolloré est de travailler ensemble. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Vivendi était une somme de sociétés et ce qu'on appelle Vivendi était une holding financière. On le retrouve dans votre ouvrage, d'ailleurs, Vincent Bolloré, dans l'ouvrage que je citais tout à l'heure. Oui, effectivement. Il a fait la préface. Tout ça pour dire que si on veut effectivement mettre en place les choses, il faut les expérimenter. Sur le travailler ensemble, on a une petite formation. C'est trois modules d'une demi-journée, avec un coaching au début, un coaching à la fin. Sur le travailler ensemble, on réunit les gens qu'on a choisis. On est en train d'essayer de passer au crible l'ensemble des managers du groupe, c'est-à-dire quand même 3-4 000 personnes. Donc on les réunit et on les fait entrer dans ce qu'on appelle un mystery escape, c'est-à-dire un endroit clos dont ils vont pouvoir sortir après avoir résolu une trentaine de problèmes qui leur sont posés. On est obligé de collaborer, on est obligé d'échanger parce que les questions qui sont posées et les énigmes qui sont posées font appel à toutes sortes d'intelligence. Seul, on n'en sort pas, j'ai testé, je serais resté si je n'avais pas été bien accompagné. La deuxième chose, on veut travailler sur la confiance, le feedback, le lâcher-prise. Et là, on amène les gens sur un mur d'escalade, on leur fait faire quelques exercices au sol, et puis ensuite, on les met devant le mur. Ils sont par deux, il y a un leader, et puis il y a un second. Ils sont encordés, et le second a les yeux bandés, et ils doivent monter. Donc vous voyez toute l'idée de la confiance. Voilà. Et la troisième notion, c'est la notion de la régulation. C'est-à-dire que le manager, dans notre esprit, enfin dans mon esprit, est un régulateur. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui est un garde-chiourme, c'est quelqu'un qui doit mettre son équipe en situation de créativité, en situation de résoudre le problème et l'objectif qui est fixé, qui est assigné. Mais lui est en ressources extérieures et c'est lui qui doit décider des priorités en fonction de ce que lui dit le groupe. Et là, on amène les gens dans un centre de régulation du trafic de la SNCF. On leur demande de faire un travail sur table, de faire arriver 3 trains à l'heure, ce qui n'est pas du tout évident. Et ensuite, pardonnez-moi ce commentaire, pardon. Savez-vous qu'il y a plus de 95% des trains qui arrivent à l'heure malgré tout? J'ai été vous savez, les journalistes véhiculent des de clichés, non pas fini. Mais on parle toujours de ce qui n'arrive pas à l'heure, effectivement, et je n'appartiens pas à la SNCF. Non, simplement pour dire, voilà, on veut transposer les gens et on veut leur faire expérimenter un certain nombre de choses en dehors de leur cadre professionnel. Et aujourd'hui, on en est à la 3e promo et on se rend compte que les gens continuent à travailler ensemble, à se passer des mails et à nous inviter, parce que j'ai été invité. Il y a des gens d'Universal Music, à des spectacles. Voilà comment on commence à créer les choses, mais c'est un travail qui est extrêmement long, qui est du cousu humain, qui est difficile, parce que les mentalités ne vont pas dans ce sens-là. Les mentalités freinent et elles restent sur des acquis. Virginie Segers, un commentaire rapide, si vous le voulez. Un commentaire rapide, juste pour dire que beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se lancent dans l'aventure philanthropique, même 95% d'entre elles, le font aussi pour valoriser les talents et les savoir-faire de leurs collaborateurs et permettre soit du bénévolat au profit d'associations, soit, à mon avis, beaucoup plus intéressant, du mécénat de compétences. Et lorsque vous évoquez Vivendi avec ses silos et ses entreprises qui ne se connaissent pas, l'avantage d'une fondation, c'est souvent justement de permettre à des entreprises qui composent un groupe de travailler ensemble. Et je donnerai un exemple que connaît bien Nicolas, parce que le groupe SOS en a bénéficié.
Il y a quelques années, j'avais eu la chance d'accompagner un grand groupe de communication qui avait justement des silos et des agences qui ne travaillaient pas entre elles et qui parfois même étaient concurrentes sans le savoir, à créer un fonds commun qui permettait de mettre ensemble les compétences des collaborateurs de ces différentes agences et d'aider des entrepreneurs sociaux dans leur communication stratégique pour changer d'échelle. Et je peux vous dire que lorsque des gens qui viennent vraiment d'univers différents et parfois qui hiérarchiquement sont à des échelles qui n'ont rien à voir et qui se retrouvent ensemble dans une mission très concrète d'accompagnement, mais parfois aussi tout simplement pour repeindre les murs d'un centre social, ils partagent tout à coup beaucoup, apprennent à se respecter, apprennent aussi à se connaître et donnent tout à coup un sens complètement différent à leur entreprise et au fait de se lever tous les matins pour aller travailler pour elle. Anne de Bettencourt, je crois que vous vouliez faire un commentaire effectivement sur ce qu'évoquait Christian. Oui, non, je voulais juste sur cette question du management et de l'humain toujours peut-être compléter. J'accompagne des entreprises dans l'évolution en tant que consultant dans l'évolution du modèle économique et on se rend bien compte qu'évidemment tout passe par l'humain. Et en fait, ce que l'on recherche quand on travaille sur les nouveaux modèles économiques, c'est de faire émerger dans l'entreprise, idéalement au plus haut niveau de l'entreprise, mais évidemment à tous les niveaux d'entreprise, des activistes du changement. Des activistes du changement parce qu'il y en a plein. Il y a énormément de gens qui ont envie sincèrement de changer les choses. Et quand ils deviennent des activistes, alors évidemment, si l'activiste est au plus haut de l'entreprise, ça va quand même nettement plus vite, on ne va pas dire le contraire, donc on essaye de travailler avec eux d'abord. Mais on se rend bien compte que finalement, le frein à tous les changements dont on parle, c'est la peur du changement, et qui est logique. On passe tous par là, on est tous des êtres humains, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Mais j'aime beaucoup dire souvent, quand on parle du changement, le changement par une nouvelle idée passe par 3 étapes. D'abord, elle est ridicule. N'importe quelle nouvelle idée est ridicule. Le syndrome français du « ça ne marchera jamais ». Elle passe par une deuxième étape qui est, elle est dangereuse. Une bonne idée qui commence du principe de précaution, pardon. Dangereuse. Et enfin, elle est évidente. Il faut qu'on arrive à passer ces 3 étapes. On le voit bien pour chacun d'entre nous en étant tout à fait humble avec sa propre expérience, que je pense que ça peut parler à certains d'entre vous. Mais devenons des activistes positifs du changement et repérons dans les équipes, dans les entreprises, ceux qui sont prêts à être ces activistes. Et je pense que ça passera par là. Juste pour dire, au moment du siècle des Lumières, on dit souvent que le grand changement, le siècle des Lumières, c'était 500 personnes. On ne peut pas attendre que peut-être l'humanité entière soit prête à faire ces changements. Mais ceux qui sont prêts à faire ces changements, ils sont là. Et il faut les valoriser. Ça me fait penser à cette phrase de Roosevelt qui est là, voilà, la seule chose que nous ayons à craindre, c'est la crainte elle-même. Mais pour réussir à aboutir à ça, souvent il faut réussir à fédérer les énergies, travailler en système ouvert et en système partenarial, réussir à faire converger autour des mêmes objectifs des entreprises, par des grands groupes, des start-up, de l'entrepreneuriat social. Ça s'appelle l'intelligence collective. Oui, mais justement, alors comment est-ce qu'on peut faire en sorte de faire très concrètement bouger les lignes? Parce qu'on est tous, on ne peut que souscrire à une ambition telle que celle-ci, et puis souvent on reste sur un mode incantatoire. Il faudrait. Il y a qu'à, faut qu'on. Comment est-ce que concrètement on peut faire bouger ces lignes? Une réponse très rapide de chacun d'entre vous avant la conclusion de Geoffroy. Juste, pardon, moi je pense que c'est d'abord la vision partagée. Alors ça peut paraître des mots, mais tant qu'on ne sait pas ce qu'on veut, tant qu'on ne sait pas. Alors pas tant ce qu'on veut, ce que l'on vise, plus que ce qu'on veut. Le comment, il vient dans l'élaboration. Mais tant qu'on ne partage pas ce qu'on vise, alors on n'y arrive pas. Je vous donne un exemple, je vous dis pour faire du concret. J'ai accompagné une entreprise qui est un fabricant de moquettes. Moquettes, il passait développement durable, on va faire du moins polluant, du moins recyclable, je vous passe par toutes les étapes. Un jour, le patron a dit stop. Vous savez que l'air intérieur est 7 à 8 fois plus pollué que l'air extérieur. Entre autres à cause des moquettes, pardon. Entre autres à cause des moquettes, à cause des vernis, à cause des peintures, je vous fais un doux mélange. 7 à voir ça. Nous allons devenir un fabricant de moquettes qui va contribuer à purifier l'air intérieur. Ça, c'est le brief qu'il a donné à ses équipes, du marketing, des ingénieurs, etc. Ça sera peut-être dans 5 ans, ça sera peut-être dans 10 ans, ça sera peut-être dans 20 ans. Ils ont déjà conçu une moquette qui commence à pouvoir
capter avec ses petits bras musclés la poussière et qui permet d'être en compétition très nette avec des sols durs. C'est du concret, ça arrive. Mais tant qu'on n'avait pas cette vision partagée, cette vision, cet objectif partagé ambitieux et peut-être utopiste pour certains, mais alors la créativité ne pouvait pas se mettre vraiment en œuvre. Merci pour l'exemple, Anne. Christian, justement, une réponse à cette... Alors, effectivement, la vision partagée, ça me paraît indispensable, mais également le respect et la considération. Je pense que dans l'entreprise, effectivement, ce sont besoin de reconnaissance qui est si souvent exprimé, Alors, de considération, vous avez raison, exprimé par les salariés Le besoin de français. reconnaissance est exprimé, effectivement. Je pense que le rôle du manager, c'est de donner... pas nécessairement du sens, mais d'expliquer quel est le rôle de l'individu dans le processus de production. Et ça, c'est généralement pas fait. On attend de lui des choses qui sont induites, mais le fait de les expliquer, c'est une chose qui me semble positive. Donc, effectivement, et l'écoute aussi. Virginie Segers. Alors moi, je pense comme Anne de Bettencourt qu'il faut encourager les activistes et les activistes surtout sincères. Et j'ai envie de donner un exemple, parce que ça m'a beaucoup amusé ce que vous avez dit sur ces 3 étapes, parce qu'on les vit évidemment tous. Je donnerai un exemple sur les fondations actionnaires. Quand il y a 2 ans, j'ai proposé de réaliser une étude sur les fondations actionnaires, on m'a dit « mais sur quoi ? Mais c'est quoi ? Mais c'est pas possible ». Alors ensuite, quand j'ai expliqué que c'était très développé dans des pays... Et que des grandes entreprises comme Carlsberg, Novo Nordisk, Rolex, Tata avaient ce modèle. Là, on a commencé à nous prendre un peu plus au sérieux. Il y a quelques jours, j'ai réussi à organiser une conférence à Bercy, interne à différents services, sur le modèle et comment s'en inspirer pour la France. Et là, j'avais à la fois des interlocuteurs très ouverts et certains autres un peu plus classiques qui disaient « mais c'est un oxymore, fondation actionnaire. Ça ne peut pas aller ensemble. » Et je pense qu'on nous disait la même chose de l'entrepreneuriat social il y a 10 ans, Nicolas. C'est un oxymore, le nombre de fois on me l'a dit. Bon. Et demain, peut-être dans 10 ans, de très grandes entreprises françaises auront adopté ce modèle. Donc il faut persévérer. C'est la notion d'opiniâtreté que j'évoquais tout à l'heure. Nicolas, justement, vous qui passez votre temps à faire travailler les gens en système ouvert, des gens venus... Justement, c'est pour ça que c'est d'autant plus que monsieur qui me fait passer pour un bisounours, ça me fait mais non, il est dans son rôle, je vous ai dit qu'il était là dans le rôle de la mouche du coq. Non, mais dans le sens où on est confronté, moi je suis confronté à longueur de journée, j'essaie de convaincre des gens qui en ont absolument rien à faire, parce que la vérité c'est que les gens... on est tous, il y a beaucoup de personnes qui sont quand même très très dans leur truc, dans leurs objectifs, dans tous les process qu'on leur a mis en tête, etc., etc. On passe notre vie à parler avec des gens qui n'en ont rien à foutre et qui vraiment nous prennent pour des dangereux allumés et qui se disent au pire des cas, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Donc nous, on est vraiment, on passe notre vie. Je pourrais écrire des bouquins entiers, des encyclopédies d'anecdotes de gens qui vraiment se servent de ça. Mais du coup, moi, notre stratégie, la stratégie que j'ai toujours adoptée, c'est celle du langage de la preuve. C'est-à-dire que les gens ne comprennent qu'à partir du moment où on leur a prouvé par A plus B, qu'on leur a pris la tête et qu'on leur a mis devant et qu'on leur a dit « regarde, ça marche ». Alors, en homme de médias, je vous confirme, les gens aujourd'hui, quand on veut présenter les nouveaux concepts, ne commencent à nous écouter qu'à partir du moment où on leur donne des applications, on leur permet de partager des bonnes pratiques. Fin de la parenthèse. Exactement, mais plus que les bonnes pratiques, c'est vraiment leur montrer que toi, demain, tu fais ça, tu gagnes. C'est positif, il faut être hyper simple. Donc c'est pour tout, dans tous les business, on travaille avec des acteurs dans une quinzaine de pays, sur des grands groupes, et ça peut être vraiment pénible parfois, mais à chaque fois on essaie de trouver ce qu'on appelle, on essaie le langage de la preuve et leur montrer en quoi ça va être bénéfique. Et c'est pour ça que moi je crois pas en la révolution exogène qui est de dire on est là, village gaulois, des entrepreneurs sociaux et on va vous conquérir. Non, ça marche pas, personne nous calcule de toute façon. Il faut rentrer dans la grande entreprise, mettre un petit pas dans la porte, commencer à rentrer, se faire discret, passer sur les côtés, et à la fin on arrive dans le bureau du patron. Et le fondateur du groupe SOS est spécialiste de ce genre de choses. Exactement, et plein d'autres aujourd'hui. La discrétion, pas vraiment. Non, mais oui, mais par contre pour l'énergie, la force de conviction. Non, mais c'est ça le but, c'est ça la méthodologie, parce que les gens, globalement, quand on parle avec des chefs d'entreprise, des dirigeants de business unit, ils s'en foutent. Ils trouvent ça sympathique, ils aiment bien aller repeindre une journée par semaine, par mois ou par an, une école, un truc pour se donner une bonne conscience, mais fondamentalement,
ils ne se rendent pas compte qu'on peut avoir un business model qui n'est pas binaire. C'est pas soit profit, soit impact social, mais qu'on peut conjuguer les deux. Ça fait peut-être bisounours, mais en tout cas, nous, on a 500 startups qui font que ça, qui ont créé plein de jobs, qui sont hyper résilients, parce que c'est quand même l'entrepreneuriat social, c'est un des seuls secteurs qui, pendant la crise économique, a créé des emplois là où tout le monde en détruit. Donc c'est un secteur résilient et on peut le prouver, il faut le montrer. Et vous avez une grande responsabilité média parce que vous ne calculez pas non plus. Et, attendez, vous plaisantez. Essayez de me trouver un autre média qui a consacré autant de dossiers que nous l'avons fait à l'entrepreneuriat social et qui a invité autant de fois un certain nombre d'acteurs de votre univers que dans nos émissions, nos événements. Mais c'est encore trop peu oui, par bien rapport sûr. à la tech, l'automobile, etc. Aujourd'hui, il faut faire plus de... Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un dossier spécial dans les Échos. Hein. D'accord. Bon. Donc voilà. D'accord. On va vous... C'est quoi la force de la preuve, c'est ça? Oui, d'accord. On va essayer de s'en occuper d'ici la fin de cette année. Geoffroy, à vous la dernière intervention pour peut-être nous permettre d'aller au-delà aussi de nos échanges et de nous ramener dans le champ des idées. Non, mais pardon, Anne. Moi aussi, je veux un dossier. D'accord. Bon, c'est ça. J'ai été pris au piège. En fin de compte, c'est des cahiers de doléances, c'est pas un débat. C'est ça, d'accord, on reverra ça. Non, mais je deviens optimiste en écoutant mes camarades. Enfin, cela dit, je l'étais déjà en faisant les entretiens et en travaillant sur ça. Simplement, je reste effectivement un peu convaincu qu'il y a un décrochage entre un certain nombre de personnes qui sont opiniâtres et volontaires, comme signalé, et la réalité d'un certain nombre d'entreprises. Cela dit, je ne vais pas revenir sur ce débat, puisque je crois que vous avez compris ce que j'en pense, ou en tout cas la façon dont j'ai essayer d'apporter une contradiction par rapport à mes camarades. Simplement, il y a 2 points, moi, à mon avis, qui me semblent importants, qu'on n'a pas vraiment abordés, mais qui peuvent faire une sorte de synthèse de ce qu'on a dit. La première chose, c'est que si on est convaincu, effectivement, que cette volonté est réelle, et je pense qu'elle est réelle, de plus en plus, à la fois dans certaines startups, et j'ai bien conscience qu'on peut être un bisounours sur certains segments et que c'est profitable et que ça marche. Je ne suis pas certain que ça marche sur tous les segments, mais en tout cas, un certain nombre de segments de marché, ça marche. Donc, on peut en être convaincu pour certaines entreprises, on peut en être convaincu individuellement. Une personne qui nous manque beaucoup ce soir, c'est Cécile Renoir, qui a beaucoup travaillé sur les grandes figures d'entreprise qui sont convaincues du bien commun et qui cherchent à faire bouger les choses à l'intérieur de leur entreprise. Donc là, je pense effectivement qu'il y a un mouvement réel. Mais c'est le premier point, à mon avis, qui est important, c'est qu'il faut considérer aussi qu'un certain nombre de blocages ne sont pas strictement liés aux entreprises. C'est que quand bien même les entreprises arriveraient à vaincre les obstacles et à convaincre, comme le disait Nicolas Hazard, en mettant la tête de la personne devant le business model qui fonctionne, il y a aussi un certain nombre d'obstacles qui sont juridiques, des obstacles qui sont sociaux, dans les représentations des individus, dans les représentations de la société. Là, je pense que Virginie Seckers serait d'accord avec moi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets philanthropiques qui ont échoué contre un certain nombre de sociétés qui ne sont pas prêtes, ou d'individus qui ne sont pas prêts, ou de pouvoirs politiques qui ne sont pas prêts. Cécile Renoir le montre bien dans ses livres, en montrant que Danone, quand ils ont développé des projets dans les Philippines ou en Amérique du Sud, on s'est heurté à des corruptions locales, à des individus qui ne veulent pas appliquer ce type de modèle parce que tout simplement ils sont dans des situations de misère aussi qui fait qu'ils ont du mal à se représenter ça comme profitable. Donc ça, c'est le premier point, c'est-à-dire que oui, d'accord pour les acteurs de l'entreprise, mais malheureusement, c'est pas qu'à l'entreprise de réaliser ces choses-là. Et puis, le deuxième point, à mon avis, qui est important, c'est qu'on gagnerait à rendre effectivement le bien commun une chose d'entreprise, mais peut-être pas surtout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être angélique, c'est qu'il y a des biens qui sont rivaux et tellement rivaux ou tellement rares que ça ne peut pas devenir des biens communs. Donc malheureusement, à mon avis, je reviens la semaine dernière d'un colloque où j'étais à Haïti. Là, on voit bien que l'eau, par exemple, c'est un bien que s'approprient certaines entreprises et il y a une partie de la population qui crève. Et on aura beau dire à ces entreprises que c'est un bien commun, en fait, pour eux, ce n'est pas un bien commun, c'est un bien simplement rentable. Donc il y a certains biens qui ne peuvent pas devenir des biens communs, qui le sont peut-être par nature, mais qui ne peuvent pas le devenir. Et puis, il y a certains biens qui ne sont pas des biens communs parce que ça reste des biens non rentables pour des entreprises. Je parlais de l'éducation au début de mes interventions. C'est quelque chose que Adam Smith a mis en évidence et que tous les économistes ont respecté depuis. Effectivement, il y a des biens qui ne peuvent pas devenir des biens communs, pas parce qu'ils sont rares, mais parce qu'ils ne sont pas rentables. Donc il faut bien, à mon avis, si on veut rendre le discours du bien commun efficace, il faut aussi le cibler sur ce sur quoi il peut être efficace pour l'entreprise. Et l'entreprise ne peut pas tout faire, fort heureusement.
Merci Geoffroy, merci à toutes et tous. Je pense que je vous propose de les applaudir parce que l'exercice n'était pas évident. Merci beaucoup pour la richesse de vos contributions. Si vous avez des questions qui vous brûlent les lèvres, effectivement, on peut très rapidement vous passer un micro. Sinon, on va passer celui-ci à Annabelle Dutrot, qui était la copilote, je crois, du comité prospectif, je passe sous ton contrôle, Jean-Luc, qui a travaillé, qui a donc été la cheville ouvrière de cet ouvrage, dont je vous recommande très vivement la lecture, qui va peut-être nous remettre ce travail en perspective. Chère Annabelle, si vous souhaitez vous approcher, et on va vous passer un micro tout de suite. Restez là, je vous en prie. Oui. Sur scène, Annabelle, sur scène. Bonsoir à tous. Je ne sais pas, vous aviez peut-être une ou deux questions à poser effectivement à nos intervenants. Sinon, non. J'ai pas l'impression, D'accord. donc je ne sens pas la salle ainsi, donc tu peux y aller. En tout cas, moi, je voulais vous remercier tous d'être venus parce que voilà, c'était passionnant. Je voulais vous remercier vous. Je voulais vous remercier aussi l'ensemble des contributeurs pour l'ouvrage. Il y en a 24 qui ont répondu présent et qui nous ont donné de leur temps, de leur intérêt. Tous des observateurs privilégiés du monde de l'entreprise et de ses transformations. Et certains sont dans la salle. Donc, merci beaucoup à vous tous. Un petit merci à Geoffroy qui nous accompagne depuis le début au comité prospective et qui nous aide aussi dans la mise en perspective de cette thématique. Merci Arnaud pour ton amitié d'être venu ici pour animer tout ça. Merci de ta confiance, chère Annabelle. Voilà, quand nous avons décidé il y a 3 ans de choisir cette thématique de réflexion au sein du comité prospective, nous ne nous attendions pas du tout en fait à ce que ce thème ait une telle acuité. À la fois dans le débat d'idées, mais aussi, j'allais dire, dans l'actualité sociale. Je ne sais pas si vous... Enfin, quand on lit un petit peu aussi ce qui se passe et le récit de certains observateurs de ce qui se passe sur l'actualité sociale en ce moment, certains voient aussi dans les mouvements sociaux qui sont à l'œuvre aujourd'hui, même si, effectivement, il y a parfois une tension extrême dans ces mouvements, il y a quelque chose de l'ordre d'une convergence, d'une recherche de convergence et de la construction d'un commun. Donc c'est aussi intéressant à observer, hein, je dis bien au-delà aussi de la tension et de certaines requêtes parfois très égoïstes, mais c'est intéressant aussi à observer. Alors évidemment, ce thème, là vous l'avez tous dit, il est aujourd'hui très vif sur le terrain de l'entreprise, avec... au-delà d'une vocation qui reste quand même sur le terrain pour beaucoup de la profitabilité, on voit des nouvelles responsabilités qui viennent questionner et interroger le modèle de l'entreprise. Donc la thématique de l'entreprise, on va continuer, nous, à l'interroger au sein du comité prospective. Je voulais dire un mot sur la raison pour laquelle cette thématique est importante pour nous communicants. C'est vrai qu'on est en charge des discours, de l'image, de la réputation de l'entreprise. Et nous devons donc d'être au plus près des projets de sens de l'entreprise, de les appréhender pour en favoriser à la fois la mise en récit et puis la meilleure médiation possible. Donc c'est intéressant qu'on soit observateur, décrypteur de tout cela. Nous avons aussi une responsabilité à montrer le pouvoir d'agir de l'entreprise, sa place dans la cité, et évidemment tout en restant très lucide sur ce qu'elle est encore dans sa réalité, mais aussi dans ses représentations. Quand j'échange avec les gens, souvent on me dit attention, c'est quand même encore beaucoup un lieu de tension et de pouvoir, donc il faut aussi le prendre en compte. Voilà. Donc, nous, on va continuer à réfléchir sur cette notion avec ceux qui veulent, bien sûr, y contribuer. Je pense à la dimension de progrès, qui était une dimension qui nous intéressait. Comment, aujourd'hui, quelle dimension de progrès l'entreprise peut légitimement porter dans son discours. Ça a évidemment à voir avec le bien commun. Je pense aussi à la thématique des valeurs et de la congruence des valeurs de l'entreprise avec l'ensemble de ses parties prenantes. Voilà, donc on ne manquera pas de vous tenir informés de tous ces thèmes. Je vous donne rendez-vous un peu plus tard dans l'AG pour que vous puissiez faire connaissance de l'ensemble des participants du comité prospective. Un petit remerciement à l'agence initiale Bébé qui a assuré la mise en page de l'ouvrage. C'était un gros travail, donc voilà. Quelle marque, puis, en tant qu'amateur de musique, quelle marque, voilà. Et puis, je remercie aussi tous ceux qui, à mes côtés et aux côtés de Laurent Sabat, ont collaboré sur cet ouvrage. Merci encore à vous tous. Merci à vous. Je vous tends une dernière fois la perche. Si vous souhaitez effectivement échanger avec les participants de cette table ronde, nous avons encore 10 minutes, c'est très rare. Allez-y, madame.
Ça marche pas? Si, Ça marche. le micro est ouvert. Il y a un mot qui me semble on n'a pas entendu ce soir, c'est le mot open et open data, open source, open innovation. Et il me semble qu'il est à la clé de pas mal de communs qui sont susceptibles de créer beaucoup de valeur et de réconcilier les aspects responsabilité et peut-être efficacité, rentabilité. Je voulais avoir votre avis. Anne, vous voyez réagir? Vous savez, moi, il ne faut pas me donner le moindre indice, sinon je me... Non, je ne saurais pas répondre. Oui, je pense que c'est tout à fait important, mais je ne connais pas suffisamment, pour être très honnête, le sujet pour pouvoir apporter quelque chose. Nous, c'est au cœur de tout ce qu'on fait, en fait. C'est inhérent au modèle qu'on développe, à la fois en termes d'open innovation, parce que l'open innovation, c'est ce qui permet... Aujourd'hui, c'est ce qu'on propose, nous, aux grandes entreprises qui ont du mal à innover de l'intérieur, qui ont du mal à mettre en place, de par leur taille, de par leur structure, etc., une innovation sur ces nouveaux business models-là. On sait faire de la R&D, de la R&D produit dans les grandes entreprises. On ne sait pas forcément faire de l'innovation en termes de process. Et donc, du coup, l'open innovation, c'est clé parce que c'est cette relation qui existe entre les start-upers, c'est-à-dire cette nouvelle génération d'entrepreneurs, qui soient jeunes ou moins jeunes, mais en tout cas de ces nouvelles entreprises qui adoptent ces modèles-là. Et derrière, effectivement, cette open innovation qui se crée entre les grandes entreprises et les startups sont aussi intéressantes et importantes pour elles parce qu'elles utilisent de l'open data, qu'elles utilisent des modèles en open source et que ça, notamment dans l'économie collaborative, qui a un pan quand même important de cette nouvelle économie, c'est structurant et ça fait partie, en tout cas, et on parlait des jeunes générations, comme quelque chose qui est souvent intégré déjà à la base et sur lequel on travaille. Donc nous, c'est bien évidemment au cœur de tout ça, c'est au cœur des modèles qu'on fasse de l'économie circulaire, de l'économie collaborative, de l'économie sociale et solidaire. Dans l'ensemble de ces pans de cette nouvelle économie, la notion d'open data, d'open innovation est au cœur de ça. Christian Drudemann, je peux solliciter votre point de vue professionnel des ressources humaines sur cette question, parce que le fonctionnement en système ouvert, c'est quand même un des grands défis pour des organisations qui doivent maintenant réussir à mettre de la fluidité, de la transversalité dans des structures qui historiquement étaient en silo. Donc ça cogne. Alors, je vais vous décevoir, parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, rares sont celles qui vivent au XXe siècle. Je crois qu'on vit... même au XXe, voilà. D'accord, oui. Non, à partir du moment... Et là, on est dans un mode taylorien, c'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance à l'individu, on ne fait pas confiance à sa créativité, on ne fait pas confiance à la capacité d'un groupe à agir et à interagir. Donc, on est très, très loin des open source. Très loin. Eh bien, on va dire qu'il y a une marge de progression. On va essayer de positiver. Très grande. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il faut une génération. Annabelle. Je voulais juste dire que l'ouvrage se terminait par l'entretien de Benjamin Jean, que vous connaissez, je ne sais pas qui a posé la question tout à l'heure sur l'open source, mais qui est président du Paris Open Source Summit et qui fait effectivement donc, son entretien sur ce thème-là. Donc c'est un thème qu'on n'a pas oublié dans l'ouvrage, mais effectivement peu évoqué ce soir, mais sur lequel nous reviendrons certainement. Ouais. Une autre question peut-être? Il nous reste 4 minutes. Non? Alors merci encore une fois de votre attention, de votre participation, et puis bon AG à tous, et puis surtout bon vent dans tous les dossiers, les projets et les transformations que vous aurez à mener dans vos entreprises. Bonne soirée.